Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a dû affronter la réalité d'une attaque contre l'État qui ne se mesurait pas à la force brute, mais à la précision numérique. À 14h30, la capitale Ouagadougou est plongée dans l'obscurité, sans avertissement, sans préparation. Une question surgit. Ce qui a été effacé était-il seulement un réseau, ou bien l'idée même de la souveraineté d'un pays? Dans ce silence imposé, un aveu se dessine lentement. La guerre moderne n'est plus une question de fusils, mais de signaux et de codes invisibles. Que reste-t-il lorsque la lumière s'éteint? Ibrahim Traoré, stoïque, se dresse face à l'invisible. La bataille pour l'indépendance est désormais digitale. La nuit du 14 octobre a marqué un tournant pour le Burkina Faso. Alors que la capitale était plongée dans un chaos numérique, Ibrahim Traoré comprenait que l'indépendance de son pays ne se mesurait plus seulement en territoire ou en armée, mais en capacité à protéger son intégrité dans un monde interconnecté. Les événements survenus ne sont pas un simple incident de sécurité, mais un signal. Dans un contexte où la cybersécurité devient aussi cruciale que la défense physique, chaque coupure, chaque perturbation des systèmes numériques porte en elle la fragilité d'une souveraineté menacée. Ce qui s'est joué à Ouagadougou n'est pas qu'une simple attaque, mais un test pour l'avenir de l'Afrique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair. Ce n'est pas la victoire immédiate qui compte, mais la façon dont l'État se réinvente pour faire face aux défis invisibles de la guerre moderne. À 2h30 du matin, le chaos s'est abattu sur Ouagadougou. Une série de coupures de courant simultanées plongea la capitale dans une obscurité totale, tandis que les communications se sont effondrées une à une comme un château de cartes. Ce qui semblait être un incident isolé s'est rapidement révélé être une opération coordonnée, d'une précision alarmante. Ibrahim Traoré, sur le terrain, a observé en silence les premiers signes de ce qui allait devenir une crise nationale, un test numérique qui prouvait que le pays était vulnérable à une attaque hybride. Les premières analyses ont confirmé l'impensable. Des intrusions coordonnées ont paralysé les infrastructures essentielles du pays. Les brouilleurs ont aveuglé les drones de surveillance et des charges explosives minuscules mais parfaitement synchronisées ont détourné l'attention des forces de sécurité, les menant vers des faux points chauds. Une guerre invisible venait de commencer. La force n'était plus la seule arme sur le champ de bataille. C'était désormais la technologie et la manipulation de l'information qui déterminaient le cours des événements. Le silence qui a suivi l'attaque était palpable. Les habitants de Ouagadougou, pris de court, ont dû se fier à des rumeurs et à des spéculations. La ville, habituellement vivante, semblait figée, comme si elle avait été suspendue dans le temps. Mais pour Ibrahim Traoré, ce moment de confusion était également un point de départ. Plutôt que de réagir impulsivement, il a choisi de comprendre les mécanismes en jeu. C'était un homme déterminé à comprendre comment son pays avait pu être attaqué sans que personne ne perçoive le danger à temps. Les heures qui ont suivi l'attaque ont été cruciales pour la définition d'une nouvelle approche de la défense nationale. La leçon était claire. L'ennemi ne frappait pas avec des fusils, mais avec des lignes de code, des brouilleurs et des manipulations subtiles. La souveraineté d'un pays pouvait être menacée sans un seul soldat à l'horizon. La réponse de Traoré a été immédiate et pragmatique. Transformer cette humiliation en force et reconstruire un système de défense capable de résister à de telles attaques dans le futur. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, se distingue rapidement par sa capacité à rester calme face à l'adversité. Après l'attaque, tandis que la ville se remettait de l'effondrement de ses infrastructures, il a pris une décision cruciale: ne pas fuir vers les bunkers, mais se rendre immédiatement au centre de commandement. Son attitude calme et réfléchie a surpris ses subordonnés, mais elle a aussi instauré un climat de confiance dans un moment de profonde incertitude. Traoré savait que, pour que son pays survive à cette crise, il fallait comprendre l'attaque en profondeur et en tirer des leçons immédiates. Lors de la réunion au centre de commandement, la question qu'il a posée a résonné comme une révélation. Où avons-nous été aveuglés? Ce n'était pas un reproche, mais un appel à la réflexion. Tandis que les ingénieurs cybernéticiens et les militaires se précipitaient pour analyser la situation, Traoré, dans sa vision stratégique, ne se contentait pas de chercher des coupables. Il cherchait à comprendre comment un pays pouvait être pris par surprise de cette manière, sans que ses propres forces ne détectent le danger à temps. Ce pragmatisme froid et méthodique a transformé la manière dont les Burkinabés ont perçu leurs dirigeants. Plutôt que d'agir sous le coup de la panique, Traoré a su guider son pays vers la reconstruction.
tout en maintenant une unité nationale fragilisée par les événements. Son impact initial a été celui d'un meneur de guerre moderne, conscient que la bataille n'était pas seulement militaire, mais aussi psychologique et technologique. L'attaque contre Ouagadougou, bien que rapide et spectaculaire, n'était que le début d'une série d'événements qui ont marqué un tournant dans la dynamique politique et militaire du Burkina Faso. À 2h48, lorsque les premiers véhicules blindés ont été déployés pour contenir l'attaque, la capitale était déjà un champ de ruines numériques. La résistance a été immédiate et stratégique. La garde présidentielle a rapidement repris le contrôle des axes d'accès et des renforts ont convergé depuis la base de Cambo Insin. Mais la véritable surprise résidait dans la rapidité avec laquelle l'attaque a été jugulée. En moins de 20 minutes, l'assaut était officiellement terminé. Cependant, l'impact de cette nuit ne résidait pas dans la bataille elle-même, mais dans ce qui s'était produit avant, pendant et après. Les premières analyses ont révélé une parfaite synchronisation des actions. Les brouilleurs avaient neutralisé les drones, les charges explosives avaient détourné les forces de sécurité vers des points fictifs, et la chute simultanée des fréquences cryptées avait créé une paralysie systémique. Cette précision, ce degré de contrôle, suggérait une coordination bien au-delà des capacités des groupes armés locaux. L'attaque n'était pas seulement une agression, mais une démonstration de puissance dans le cyberespace, où les lignes de front étaient invisibles et les armes n'étaient pas physiques. Pour Ibrahim Traoré, ce fut un moment décisif. L'attaque avait mis en lumière une réalité. Le pays était vulnérable non seulement aux attaques conventionnelles, mais aussi aux nouvelles formes de guerre qui s'opéraient dans les circuits électroniques, à travers des algorithmes et des failles dans les systèmes de communication. Mais au lieu de céder à la panique, il a immédiatement ordonné la création d'une cellule mixte rassemblant militaires, ingénieurs et juristes. Leur mission était claire: analyser et reconstruire. La souveraineté du pays ne pouvait plus se limiter à des frontières physique ou à des armes conventionnelles, elle devait désormais être protégée par une infrastructure numérique solide. La riposte de Traoré, qui a consisté à transformer cette défaite apparente en une occasion de renforcer le pays, fut exemplaire. Plutôt que de rechercher des coupables ou de se laisser emporter par la colère, il a choisi de canaliser l'énergie collective vers la création de nouveaux protocoles de défense. Le Burkina Faso, dans son ensemble, est devenu plus fort grâce à cette crise. L'unité nationale, qui semblait fragile après l'attaque, s'est renforcée par la conviction partagée que le pays pouvait résister, non seulement à des ennemis visibles, mais à des forces invisibles et déstabilisantes qui cherchaient à exploiter ses vulnérabilités. Dans les jours qui ont suivi, les autorités burkinabées ont mis en place des mesures de sécurité renforcées et lancé des programmes de formation pour ses citoyens afin de préparer la population à une nouvelle réalité. Une guerre qui se mène autant sur le terrain numérique qu'en dehors. La nation a compris que la souveraineté, désormais, résidait aussi dans la capacité à anticiper et à protéger ses infrastructures numériques. Les premières évaluations de l'attaque ont révélé des chiffres qui témoignaient de l'ampleur du coup porté au Burkina Faso. Les experts en cybersécurité ont d'abord analysé les trois points principaux d'impact: l'infrastructure énergétique, les systèmes de communication et les réseaux de surveillance. En moins de 8 minutes, 37 serveurs civils et militaires ont été simultanément saturés, provoquant un embouteillage numérique qui a paralysé les transmissions à travers toute la capitale. Cette saturation a non seulement interrompu les flux d'informations, mais elle a aussi laissé une impression de vide, renforçant la confusion et l'anxiété parmi les autorités locales et les citoyens. Ce chiffre, 37 serveurs corrompus en quelques minutes, a été enregistré comme un précédent dans l'histoire de la cybersécurité nationale. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. Une analyse approfondie a révélé que 68% des systèmes critiques du pays avaient été touchés par l'attaque. Cette proportion dépasse largement les capacités des groupes armés locaux et laisse entendre une coordination externe. Les indices recueillis dans les fragments de code récupérés ont révélé des similitudes frappantes avec des protocoles utilisés par des forces étrangères et la détection de signatures binaires liées à des exercices militaires conjoints de l'OTAN a alimenté l'hypothèse d'une ingérence extérieure. Cette analyse a mis en lumière un phénomène inquiétant. Un pays peut être attaqué de manière numérique, sans que l'attaque soit perçue de l'extérieur. Le véritable choc de cette révélation a été qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opération de sabotage local, mais bien d'une incursion géopolitique. La riposte du gouvernement burkinabé s'est immédiatement orientée vers la reconstruction de ses infrastructures essentielles. En réponse à ces premières révélations,
Ibrahim Traoré a ordonné le rétablissement manuel des systèmes de communication et la fermeture temporaire de l'espace aérien pour éviter toute autre intrusion. Ce rétablissement a été mené par plus de 200 techniciens qui ont travaillé sans relâche pendant près de 96 heures pour remettre les services de base en ligne. Cette phase de restauration a mis en évidence la fragilité du système de défense numérique du pays, mais elle a aussi offert une opportunité de renforcer les protocoles de sécurité et d'introduire de nouvelles technologies de défense contre les cyberattaques. Ces résultats ont également eu des répercussions économiques immédiates. Les banques ont rapporté une chute de 28% des transactions électroniques durant les 3 premières semaines après l'attaque, une baisse qui a eu des effets dévastateurs sur les marchés financiers de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cependant, cette crise a également stimulé la création de nouveaux mécanismes de paiement locaux basés sur des plateformes de mobile money, une solution qui a permis de compenser en partie la perte des systèmes bancaires traditionnels. Ironiquement, ces ajustements ont renforcé l'autonomie économique du pays et ont accentué la résilience du système bancaire local face aux pressions extérieures. Dans les semaines qui ont suivi, une enquête nationale a révélé qu'un nombre significatif de Burkinabés, 71%, avaient déclaré qu'ils ne faisaient plus confiance aux informations circulant en ligne. Ce chiffre, bien que préoccupant, a aussi donné naissance à une vague d'initiatives visant à améliorer l'alphabétisation numérique et à développer la culture de la vérification des faits. Cette évolution dans les comportements civiques a été perçue comme un signe de maturité dans la lutte contre la désinformation et a marqué le début d'une prise de conscience collective sur la nécessité de protéger non seulement les infrastructures physiques, mais aussi la confiance et la souveraineté numérique du pays. La crise numérique qui a frappé le Burkina Faso a généré une série de débats sur la manière dont le pays devrait répondre à cette menace invisible, mais bien réelle. Deux visions opposées ont émergé parmi les analystes et les décideurs. La première vision, soutenue par les observateurs étrangers, se concentrait sur l'idée que l'attaque était avant tout un signal d'alarme sur la fragilité des infrastructures burkinabées. Selon cette perspective, le pays devait se concentrer sur la modernisation de ses réseaux et la mise à niveau de ses capacités de cybersécurité pour éviter de futurs incidents. Pour ces experts, la solution résidait principalement dans l'amélioration des défenses technologiques, en partenariat avec des alliés internationaux, afin de protéger les systèmes nationaux contre de nouvelles attaques. D'autre part, une autre vision, plus radicale et défendue par certains analystes locaux et experts régionaux, considérait cette attaque comme un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Selon cette approche, la souveraineté numérique du pays devait devenir une priorité absolue. En d'autres termes, le pays devait non seulement renforcer ses capacités de défense numérique, mais aussi se concentrer sur la réduction de sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cette vision appelait à la création d'un écosystème numérique autosuffisant, où le Burkina Faso serait capable de gérer ses propres infrastructures critiques sans devoir se soumettre aux influences extérieures. Ibrahim Traoré, pour sa part, a adopté une position équilibrée entre ces deux visions. Il reconnaissait la nécessité de renforcer la cybersécurité du pays, mais tout en rejetant l'idée de se tourner uniquement vers l'extérieur pour cette solution. Il a compris que, bien que les partenariats internationaux soient importants, la véritable résilience du pays viendrait de sa capacité à développer ses propres technologies de défense et à renforcer l'expertise locale. C'est dans cette optique qu'il a ordonné la création de centres de formation en cybersécurité et destinés à la jeunesse burkinabé pour permettre au pays de développer une nouvelle génération d'experts capables de protéger ses infrastructures et de comprendre les enjeux numériques du XXIe siècle. Ce modèle de défense intégrée, qui mise sur l'autonomie nationale tout en conservant des partenariats stratégiques, semble être la voie la plus prometteuse pour un Burkina Faso, désireux de se réinventer à la lumière des défis modernes. La capacité de faire face à ces menaces dépendra donc autant de la formation des citoyens et des techniciens que de la coopération avec d'autres États et institutions internationales. À 12h30, après plusieurs heures de confusion, Ibrahim Traoré s'est adressé à ses officiers. Un ton calme, presque posé, mais ses mots portaient un poids lourd de sens. Nous devons comprendre et non réagir avec impulsion. Ce fut un tournant. Ce n'était plus un simple incident à gérer, mais une occasion de renforcer les fondations du pays face aux nouvelles formes de guerre. Il a compris que la clé résidait non seulement dans la défense des infrastructures,
mais aussi dans l'amélioration de la capacité de réponse nationale face à des menaces invisibles et subtiles. Les Burkinabés ne pouvaient plus se contenter de réagir après coup, ils devaient devenir proactifs dans leur approche de la cybersécurité. Au fil des heures, le gouvernement a mis en place un programme national de formation en cybersécurité, un investissement dans l'avenir du pays. La stratégie de Traoré a pris une forme claire. Un pays plus autonome, plus conscient des vulnérabilités modernes et plus capable de se défendre sur tous les fronts, visibles et invisibles. Cette révélation intermédiaire a montré au pays une vérité essentielle. La guerre moderne n'était pas jamais seulement une question de territoire, mais de capacité à protéger l'information et les systèmes numériques sur lesquels reposait leur souveraineté. L'attaque numérique contre le Burkina Faso a eu des répercussions immédiates et profondes sur plusieurs fronts. Tout d'abord, la stabilité politique du pays a été mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré, dès les premières heures après l'attaque, a compris qu'il fallait une réponse rapide et décisive, mais aussi mesurée. Si l'attaque était une démonstration de la vulnérabilité du pays, elle a également agi comme un catalyseur pour des changements durables. La crise a précipité une prise de conscience collective de la nécessité de protéger les infrastructures critiques du pays. Ce n'était plus seulement une question de sécurité nationale, mais de souveraineté numérique. Les premières mesures ont été politiques et économiques. Le gouvernement a rapidement instauré un contrôle renforcé sur les réseaux de communication, en fermant l'espace aérien et en limitant l'accès aux données sensibles. Cette décision a suscité des tensions avec certains acteurs économiques, mais elle était nécessaire pour rétablir l'ordre. D'un autre côté, des efforts considérables ont été déployés pour rétablir la confiance de la population. À travers des canaux de communication contrôlés, le gouvernement a publié des mises à jour régulières sur les progrès réalisés pour rétablir les systèmes vitaux, tout en renforçant la transparence. Le secteur économique, déjà fragilisé par la cyberattaque, a connu une chute brutale des transactions électroniques, estimée à 28% dans les 3 premières semaines suivant l'incident. Les banques étrangères, préoccupées par les risques systémiques, ont suspendu leurs activités de change, aggravant la situation. Cependant, cette crise a également donné lieu à des solutions innovantes. Le gouvernement a promu l'utilisation du mobile money, un système de paiement numérique déjà en place, mais qui, dans ce contexte, est devenu essentiel pour les transactions quotidiennes. Cette initiative, bien que née d'une nécessité, a renforcé l'indépendance économique du pays. Elle a également facilité la transition vers une économie numérique plus résiliente. Sur le plan social, la cyberattaque a provoqué une vague de méfiance. Selon une enquête menée peu après l'incident, 171% des Burkinabés ont déclaré qu'ils ne faisaient plus confiance aux informations circulant en ligne. Ce chiffre est révélateur de l'ampleur de la crise de confiance qui a frappé la nation. Le rôle des médias et des acteurs de l'information a pris une tournure décisive. Alors que des rumeurs circulaient à grande vitesse, des initiatives ont vu le jour pour former les citoyens à la vérification des informations. Les stations de radio communautaires ont particulièrement émergé comme des sources fiables et crédibles d'informations, reliant les gens au-delà des rumeurs et contribuant à restaurer la confiance dans les processus de communication. Sur le plan régional, l'attaque a eu des répercussions sur la coopération au Sahel. Les alliés du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, ont exprimé leur solidarité, mais les puissances occidentales, tout en exprimant leur inquiétude, ont demandé des preuves concrètes avant de s'engager officiellement. Ce clivage a exacerbé les tensions géopolitiques, révélant une fracture croissante entre l'Afrique et les puissances occidentales sur des questions de souveraineté et de dépendance technologique. En dépit des défis, le Burkina Faso a démontré une résilience impressionnante. L'attaque n'a pas seulement révélé des vulnérabilités, elle a ouvert la voie à un renforcement de l'indépendance nationale. Le pays s'est engagé sur une trajectoire d'autonomisation numérique, conscient que sa souveraineté future résidera dans sa capacité à protéger ses systèmes contre les menaces invisibles du XXIe siècle. L'attaque numérique contre le Burkina Faso a forcé le pays à repenser son avenir à court terme. À 6 mois de l'incident, plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir du pays, chacun avec ses propres opportunités et défis. Ibrahim Traoré, avec une clairvoyance pragmatique, a envisagé 3 trajectoires distinctes, chacune offrant des réponses variées aux défis immédiats et à long terme du pays. Scénario de base. Maintien du cap actuel. Le premier scénario repose sur la continuité des politiques actuelles du Burkina Faso. Dans cette trajectoire, le pays privilégie la coopération régionale renforcée, notamment avec le Mali et le Niger, et cherche à améliorer ses infrastructures numériques
tout en consolidant les relations avec les puissances occidentales. L'accent est mis sur l'amélioration de la cybersécurité, mais sans trop s'éloigner des structures internationales déjà établies. Ce modèle suppose une approche diplomatique mesurée, visant à équilibrer les relations avec les partenaires extérieurs et à maintenir une croissance économique modeste. Les analystes estiment que ce scénario pourrait entraîner une croissance de plus de les 4% du PIB, à condition que les tensions sécuritaires restent sous contrôle et que les investissements étrangers reprennent. Cependant, il existe un risque que ce modèle repose trop sur des alliances extérieures, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle souverain sur les affaires nationales, notamment en matière de données sensibles. Scénario optimiste. Défense intégrée et diversification des partenariats. Le deuxième scénario propose une approche plus audacieuse. Le Burkina Faso choisit d'approfondir son indépendance en matière de cybersécurité et de défense nationale. En développant une doctrine de défense intégrée, le pays met l'accent sur la formation de sa propre expertise en matière de cybersécurité, tout en investissant dans la protection de ses infrastructures critiques. Ce modèle envisage également un partenariat accru avec des puissances non occidentales, comme la Russie, la Turquie ou les Émirats arabes unis, dans un souci de diversification économique et technologique. L'objectif est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'Occident, en établissant des alliances stratégiques alternatives qui renforcent la souveraineté numérique et physique du pays. Ce scénario comporte des risques de tensions diplomatiques avec l'Occident, mais pourrait créer un environnement économique plus autonome, favorisant la croissance et la stabilité à long terme. Les analystes prévoient une croissance économique plus rapide, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et des infrastructures numériques. Mais ce scénario nécessite un consensus interne fort et une discipline politique rigoureuse. Scénario pessimiste. Isolation et fragmentation. Le troisième scénario envisage le pire, celui de l'isolement progressif du Burkina Faso. Dans cette situation, la méfiance persistante et les fractures internes pourraient nuire à l'unité nationale. Les divisions politiques, couplées à une mauvaise gestion de la crise, conduiraient à un affaiblissement des institutions et à une désaffection croissante de la population à l'égard du gouvernement. La stagnation économique pourrait se poursuivre, avec une fuite des investissements étrangers, une instabilité accrue dans la région et une fragmentation de la société. Le pouvoir serait davantage préoccupé par la gestion de la désinformation et de la crise de confiance que par la gouvernance, ce qui pourrait entraîner une perte progressive de la souveraineté. Ce scénario pourrait entraîner une contraction économique de 1,2%, marquée par une fragilité accrue des institutions et une crise de confiance interne et externe. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des défis, mais la clé pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à choisir le bon chemin. Ibrahim Traoré a exprimé clairement que la survie du pays dépendait de son aptitude à anticiper les menaces, tout en restant fidèle à ses principes d'indépendance et de souveraineté. À 6 mois de l'attaque, le pays se trouve à un carrefour décisif. Il doit désormais naviguer entre ces différentes trajectoires, en fonction de la gestion de ses ressources, de ses alliances et de son engagement à renforcer sa résilience face aux nouvelles formes de guerre. Conséquences de l'attaque numérique contre le Burkina Faso ont touché la population de manière directe et personnelle. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a compris que la véritable force du pays résidait dans sa capacité à mobiliser non seulement les institutions, mais aussi les citoyens. Le défi était de taille: comment préserver l'unité nationale, renforcer la résilience des Burkinabés et surtout protéger la confiance du peuple dans l'avenir de son pays. Pour répondre à cette question, Traoré a mis en place une série d'initiatives visant à renforcer la cohésion sociale et la participation active de la population. Dans un premier temps, il a lancé un appel à la solidarité nationale, demandant aux citoyens de se tenir prêts à s'engager dans la reconstruction du pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière de cybersécurité et d'éducation numérique. Des programmes de formation ont été mis en place visant à apprendre aux jeunes comment naviguer de manière sûre dans l'ère numérique et à prévenir la désinformation. Les médias ont joué un rôle crucial dans ce processus. Des stations de radio communautaires, jusque-là sous-utilisées, sont devenues des canaux essentiels pour diffuser des informations fiables et combattre les rumeurs. Ces médias ont permis de créer un lien de confiance entre les autorités et la population, qui se sentait de plus en plus déconnectés des événements. Les jeunes, en particulier, ont été les moteurs de cette transformation. Ils ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'information et dans la lutte contre la désinformation. En devenant les acteurs de cette guerre numérique, ils ont non seulement contribué à la reconstruction, mais ont également redéfini
ce que signifiait être citoyen dans un Burkina Faso du XXe siècle. La résilience du pays ne réside pas seulement dans sa capacité à résister aux menaces externes, mais aussi dans la force de son peuple à se réinventer face à l'incertitude. Face aux défis imposés par l'attaque numérique, Ibrahim Traoré a pris la décision stratégique de mettre en place une feuille de route claire pour l'avenir, en orientant le pays vers une reconstruction profonde et durable. L'objectif n'était pas simplement de réagir aux événements immédiats, mais de préparer le Burkina Faso à une nouvelle ère de souveraineté, ancrée dans l'autonomie numérique et la résilience sociale. La première étape de cette feuille de route a été la mise en place d'une cellule de cybersécurité nationale, composée de techniciens, d'experts en sécurité informatique, mais aussi de juristes et de spécialistes en gouvernance numérique. Cette cellule a pour mission de renforcer les infrastructures essentielles du pays, de créer un réseau de protection contre les cybermenaces et de veiller à la sécurité des données sensibles. Le but était de garantir qu'une telle attaque ne puisse se reproduire et que le pays soit mieux préparé face aux nouvelles formes de guerre numérique. Ensuite, l'éducation numérique a été identifiée comme une priorité nationale. Un programme éducatif visant à former les jeunes générations aux enjeux de la cybersécurité et à la lutte contre la désinformation a été lancé. Des partenariats ont été établis avec des universités et des entreprises locales pour renforcer les capacités internes en matière de technologie et d'innovation numérique. Enfin, sur le plan politique, Traoré a appelé à une plus grande transparence et à la participation citoyenne. Il a introduit des réformes pour rendre le gouvernement plus accessible, en mettant en place des plateformes de dialogue citoyen et en encourageant les initiatives locales pour surveiller et participer à la gestion des affaires publiques. Ce processus participatif visait à renforcer la légitimité du gouvernement et à construire une cohésion sociale durable. Ce plan global, articulé autour de la cybersécurité, de l'éducation et de la participation citoyenne, est la base d'une transformation profonde du Burkina Faso, destinée à devenir un modèle de résilience numérique en Afrique. Après l'attaque qui a secoué Ouagadougou, Ibrahim Traoré a su redonner espoir à son peuple. Ce qui semblait être une défaite a paradoxalement renforcé la cohésion nationale et ravivé le sens de la résilience collective. Dans une déclaration publique, il a rappelé aux Burkinabés que l'attaque n'a pas seulement éteint la lumière, elle a illuminé notre volonté de défendre notre avenir. Ces mots, prononcés à l'aube, après une nuit d'incertitude et de peur, ont marqué un tournant. Traoré a transformé un événement traumatisant en une opportunité pour réaffirmer les valeurs fondamentales du pays, l'indépendance, la souveraineté et l'unité. Les Burkinabés, en se rassemblant autour de cette vision, ont pris conscience que leur avenir dépendait de leur capacité à se relever face à l'adversité. Le Burkina Faso ne sera plus jamais le même. Ce n'est pas dans les batailles visibles, mais dans les moments de silence et de réflexion que les véritables victoires sont forgées. Le peuple burkinabé a compris que, malgré les attaques extérieures, sa plus grande force réside dans sa capacité à rester uni, à préserver sa vérité et à faire face à l'incertitude avec courage et détermination. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à un carrefour décisif et la route qui s'ouvre devant lui est celle d'un renouveau fondé sur la souveraineté numérique, l'unité nationale et l'autonomisation de ses citoyens. Ibrahim Traoré a montré la voie. Ce qui semblait une crise insurmontable a été transformé en une opportunité de réinvention et de résilience. Cependant, cette transformation ne peut se faire sans la contribution de chacun. L'avenir du Burkina Faso dépend de nous tous, de notre engagement à préserver notre indépendance et à protéger ce que nous avons de plus précieux, notre liberté et notre vérité. À travers chaque action individuelle, chaque geste de solidarité et de responsabilité, le pays peut construire un avenir plus solide, plus autonome et plus juste. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est pavé d'espoir et de conviction. Nous vous invitons à participer à ce processus collectif, à vous engager pour un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus résilient. Partagez cette histoire, inspirez les autres, et ensemble, bâtissons un futur où la lumière ne s'éteindra jamais. Si vous croyez en la force de l'unité, faites entendre votre voix.